Un héros soupire, complètement indifférent à l'énorme dragon qui descend sur lui. Notez comment le ciel est rempli d'une multitude de dragons mineurs. Une guerre des vêtements classique. Avec un simple clip de doigt, il commence à invoquer un immense pouvoir. Un golem colossal de pierre et d'énergie se matérialise derrière lui, prêt pour la bataille. L'histoire remonte à 15 ans à un roi possessif démon qui a écrasé des nations entières. Son seigneur de charme a asservi tout homme, une influence qui a survécu à sa propre vie. Même les héros envoyés pour la tuer sont revenus comme marionnettes, forçant le monde à créer des guerriers spéciaux sans réglementation. Maintenant que le roi démon a disparu, le monde doit décider du sort de ces exceptions puissantes. Dans la grande salle du royaume des diamants, les héros qui ont sauvé le monde se rencontrent. Un roi furieux leur donne sa récompense. Un adieu rapide et sans cérémonie. Un duc pompeux déclare que seuls ceux qui ont du sang noble valent la peine d'être servis dans le palais. Il insiste sur le fait que seuls les nobles et quelques-uns choisis devraient servir, laissant de côté les héros communs. Avec le roi démon à l'extérieur, les lois anti-discrimination qui les protégeaient deviennent sans importance. Le duc exige son expulsion immédiate, pour être interrompu par une main levée. Cette interruption audacieuse laisse le fonctionnaire pompeux momentanément sans mots et confus, sans impressionner la théâtralité. Le héros demande simplement la logistique de la livraison. Il accepte de partir, mais indique le chaos qui sera déchaîné sans un transfert adéquat de responsabilité. Le noble se moque. Jetez complètement votre travail comme quelque chose de trivial et de bas niveau. Juste au moment où le duc commence une autre harangue contre les roturiers, la main du héros est lancée, l'arrêtant au milieu de la phrase. Le noble furieux ne peut pas croire qu'un plébéien ose le toucher, et encore moins essayer de lui apprendre la responsabilité. Puis il lui rappelle une norme du Conseil mondial, le personnel licencié conserve ses biens. Un autre héros rend amusant, confirmant que les nobles ne veulent vraiment pas de transfert adéquat de fonction. Une dangereuse luminosité apparaît dans l'œil du héros alors qu'il accepte calmement ses affaires et se sépare. Il réitère tranquillement qu'il comprend sa décision imprudente. Pas de livraison, juste une coupe propre. Avec une vénération du protocole au duc de l'expression arrogante, il prétend être trop occupé pour cette farce. Sans réfléchir à deux fois, pousse le noble stupéfait de côté, lui disant d'être mis à part. En tête de son équipe, laisse un soupir fatigué s'échapper, laissant derrière lui les nobles sans aucune idée. Réfléchissez avec vos camarades de classe sur la folie de ceux qui ne comprennent pas l'importance d'une livraison adéquate. Ensuite, avec un autre clic décontracté des doigts, une puissance étrange commence à déformer la même pièce autour de lui. Le salon explose dans le chaos tandis que les vêtements fins de la fine disparaissent dans les airs, une conséquence directe de son sort. Regardez en bas, réalisant que ses propres vêtements formels ont disparu avec celui des nobles. La source de ce chaos est révélée, une puissante compétence personnelle de l'argent des objets. Son partenaire déchaîne un pouvoir similaire, dépouillant la pièce de chaque dernier appartenance. Laissant la grande pièce derrière, il s'éloigne sans le moindre remords. Il méprise la situation, soulignant que ses tests importants avec Golem sont déjà terminés. Son licenciement signifie qu'il a perdu une autorisation spéciale pour accéder à de réelles propriétés avec sa capacité. En marchant, il envisage la nouvelle portée gravement limitée de 3 mètres de sa puissance, rappelle sa dernière décision de sacrifice qui atteint une vitesse de traitement beaucoup plus rapide. Face à ce nouvel inconvénient, il décide simplement de s'adapter et de surmonter. Regardez votre ancienne identification, prête à faire face à tout problème futur. Avec votre liberté nouvellement gagnée. Le héros décide que sa première tâche est de trouver les meilleurs matériaux pour un nouveau golem. Pendant ce temps, dans le palais, les nobles se rencontrent autour d'un cercle de téléportation nouvellement activé. Le roi commente l'humeur joyeuse du duc, qui avec un air de suffisance attribue cela à avoir nettoyé la maison. Un garde se casse annonçant que la matrice de téléportation est prête pour une utilisation immédiate. Il se prépare pour une soudaine rencontre du Conseil mondial, s'assurant que le roi semble présentable pour l'occasion dans un brillant éclair de lumière. La vraie délégation est instantanément transportée par les rois les rencontres. Pas encore habitué aux effets désorientants du voyage magique. Le duc révèle sa véritable ambition de saisir le réseau de téléportation du Conseil mondial. Son roi écoute soigneusement, considérant clairement la proposition audacieuse du duc. Ensemble, ils s'approchent des grandes portes du Conseil mondial, prêts à faire face aux conséquences de leurs actions. Le Conseil mondial est en session, une réunion des dirigeants les plus influents du monde. Avec un grincement lourd, les grandes portes de la caméra s'ouvrent à la traîne.
Le Diamond King et son duc font sa grande entrée. Prêt à aborder l'assemblage. Soudain, une autre figure avance dans le salon, ses étapes confiantes résonnant dans la pièce. Un officier annonce l'arrivée de la personne que le conseil attendait. Les membres murmurent étonnés, reconnaissant l'héroïne légendaire des rumeurs que tout le monde a entendues. Une vague de choc et de pression envahit l'ensemble de l'assemblage en ressentant son immense pouvoir. Son regard est vif et inébranlable, coupant la tension dans la pièce. Le roi ressent une aura écrasante qui l'opprime, rendant ses vêtements lourds. Regardé stupéfait, comprenant enfin la véritable ampleur de l'héroïne qu'il avait rejetée si tentissemement. La scène se transforme en ville Khalid calme et rustique, où le voyage du héros continue. Tout en profitant d'un repas, il calcule que son projet de recherche personnelle prendra au moins une décennie, il reflète qu'être licencié est une bénédiction déguisée, le libérant enfin pour sa véritable passion. Son prochain mouvement est de visiter le marché des pierres rares près de la grande version bêta pour obtenir des matériaux. Malgré cela, il est assis seul à une table. Un nuage de frustration s'accroche à lui. Au milieu d'une bouchée, son attention est soudainement capturée par une présence inattendue à proximité. Laissez un soupir fatigué s'échapper, regardant son plat vide tout en contemplant sa prochaine étape. Une voix joyeuse coupe sa mélancolie, lui demandant son humeur sombre dans un endroit si paisible. Il lève les yeux et trouve un jeune homme gentil avec un cheval qui offre une salutation décontractée. L'étranger sourit chaleureusement, percevant les problèmes du héros et lui offrant une oreille attentive. Le héros réfléchit à s'être enfin échappé de son travail toxique, juste pour trouver de nouveaux problèmes qui l'attendaient. Il pense que le destin lance constamment de nouveaux défis. Avec un aspect déterminé. Acceptez la dure réalité de l'époque que vos objectifs prendront. L'étrange devinait correctement le sort du héros, la capitale du trésor, Lapis. Après avoir erré un peu, le jeune homme s'excuse, gagnant une reconnaissance à sec du héros. Après avoir réalisé qu'il partage le destin, le héros confirme qu'il a des problèmes dans la capitale tandis que sa nourriture se termine. Considérez cette coïncidence avec un éclat de suspicion dans vos yeux. Le marchand explique que le crayon est un centre pour tous les types de métaux. Même les minéraux les plus rares. Le héros déduit correctement la profession de l'homme en tant que marchand, ce qu'il confirme avec joie. Son œil aigu pour la mécanique détecte un problème potentiel, indiquant l'axe des pensées de la voiture. Le marchand sourit, impressionné par le regard aigu du héros, ce qu'il confirme naturellement. L'expression du jeune homme se transforme en un mélange de véritable curiosité et respect. Ingi mentionne avec désinvolture son implication passée avec la technologie utilisée dans la voiture. Le marchand demande comment Ingi prévoit de se déplacer sur le long de la distance jusqu'au Lapis. Ingi admet de ne pas avoir son propre transport, selon les voitures partagées. Le marchand, se présentant comme Horus, déclare avec confiance qu'il peut s'occuper des réparations. En échange de l'expérience de Ingi, Horus propose un voyage direct dans la capitale. Ingi accepte l'accord, se présentant tout en se préparant à le sceller avec une poignée de main. Mais juste au moment où ses mains se rencontrent, le paradis s'ouvre soudainement. Les tremper avec une pluie surprise. Les deux sont surpris par les averses inattendues, oubliant momentanément leur accord. Sans explication, Ingi s'épuise sous la pluie, laissant Horus perplexe crier après lui. Le sol tremble soudain, augmentant la confusion d'Horus tout en cherchant la source. Ses yeux ouvrent les incroyants pour voir une énorme prie. Malgré le danger, il trouve un plaisir sombre dans la pure absurdité d'un dragon attaquant ce peuple calme. Son attention se concentre sur les chaînes magiques lourdes qui se lient à la bête enragée. Un noble extravagant appelé Yurief annonce avec pompe qui sera en charge de la bête, gagnant un look profondément sceptique de Ingi. Alors que le dragon baigne la ville dans le feu, une figure mystérieuse avec une robe rit à haute voix, se réjouissant du chaos. Ignorez les avertissements effrénés, durcissant leur expression tout en évaluant la folie de ceux qui courent vers le danger. Son attention est dirigée vers le cri désespéré d'une mère, qui révèle que son fils est pris dans une maison en feu. Ignorez les cris de panique des spectateurs, prend une décision instantanée et court à la maison en feu. Il crie dans l'enfer du feu, essayant de localiser l'enfant entre la fumée et les flammes. Ne pas entendre de réponse, une expression sombre traverse son visage quand il se rend compte que l'enfant pourrait être inconscient. Tout en scannant la pièce en feu, une mystérieuse figure lumineuse d'une fille apparaît derrière lui. Ses yeux s'ouvrent avec étonnement pour enfin voir l'enfant encore immobile sur le terrain au milieu du chaos. Il évalue rapidement son statut, confirmant qu'il est vivant mais clairement en danger grave.
Sans hésitation, il ramasse l'enfant inconscient dans ses bras, clingine un flacon, courir contre le temps avec l'espoir que votre solution improvisée fonctionnera. Gère soigneusement la vie, une tentative désespérée de contrer l'inhalation de la fumée. Une vague de soulagement l'envahit lorsque l'enfant commence à se déplacer. Bien sûr, dans son câlin, mais son soulagement dure peu quand un bruit soudain attire son attention sur une sombre silhouette à la porte. La figure avec une tunique rit, en supposant que le héros a été écrasé par le toit qui s'effondre. Horus crie en panique, mais une luminosité déterminée à l'intérieur des décombres montre que Inji continue de se battre. Dans les flammes, Hei utilise son propre corps pour protéger le petit garçon des débris qui tombent. Avec un seul bras soutient le poids écrasant de la structure effondrée, en protégeant la fille. L'immense pression de l'effondrement teste sa force incroyable. Ayant protégé l'enfant, il dirige son attention à s'échapper de ce piège à feu mortel. Il marche calmement à travers un mur de feu, portant l'enfant sauvé de l'enfer. Horus et les villageois ont l'air étonnés tandis que Inji émerge des ruines en flammes, apparemment indemne. Juste au moment où ils atteignent un endroit sûr, une main mystérieuse s'étend à l'enfant secouru. L'enfant se révèle être un grand ours en peluche, qui semble maintenant saluer joyeusement son sauveteur. La vraie fille apparaît dans les bras de Janji alors qu'il assure à Horus Aton qu'il n'avait que perdu des connaissances. Horus observe étonné tandis que la fille secourue dort paisiblement, a conclu son secours héroïque. La mère désespérée se dirige vers l'avant, criant le nom de sa fille en panique. Janji retourne la fille calmement, expliquant qu'il n'a besoin de se reposer qu'après avoir inhalé de la fumée. Étant donné l'impossible, Horus décide qu'il est probablement préférable de ne pas remettre en question les compétences de Janji. Avec le sauvetage résolu, Janji rend son attention sur la bataille théâtrale avec le dragon. Ils observent le noble extravagant posant sur le dragon, clairement sans causer de réels dommages. Horus précise que ce sont les magiciens qui se soumettent à la bête, et le noble ne fait qu'un spectacle avec le dragon déchu. Sœur Yuri adopte une pose dramatique, présumant de sa clôture devant le dragon, qui ne semble pas impressionné. Janji demande l'opinion d'Horus, admettant qu'il a un très mauvais sentiment, surtout ce spectacle. Lorsque le noble se jette dans l'attaque, le dragon enchaîné libère un grognement furieux. Il semble retourner la sensation, car les épées du noble rebondissent sans peau nocive. Un simple mouvement de tête de dragon lance le noble pompeux dans les airs. Horus observe incrédule alors que le dragon, déjà exempt de chaînes, commence à bouger, libérant son vrai pouvoir. Horus trouve rafraîchissant la défaite rapide du noble. Mais Inji ne la voit que comme un malheur. Détectant que vous ne vous sentez pas comme ça, Inji agit soudainement. Libéré de ses liens, le dragon furieux se retourne contre ses anciens ravisseurs. Les personnages mystérieux sont complètement surmontés. Incapable de contenir la fureur de la bête, Janji observe le chaos avec un visage sombre tandis que le dragon frappe une des figures sans effort. Progresser, expliquant qu'il n'a aucun problème avec la bête, mais ne leur permettra pas de capturer et de l'utiliser à nouveau. Avec un look déterminé, Janji se prépare à faire face au dragon déchaîné. Il jette en avant, conseillant un coup dévastateur dans la mâchoire de la bête. Au milieu du chaos, utilisez sa boîte d'objets pour invoquer une montagne de pièces d'or du butin de la figure mystérieuse. L'impact crée un énorme nuage qui cache le dragon. Inji évalue la situation avec la froideur, décidant que le paiement improvisé devrait couvrir les dommages. Horus, déconcerté, remet en question la décision de laisser toutes les pièces. En voyageant, Horus a demandé à nouveau si Inji est sûr de son acte si étrange et généreux. Inji explique qu'il n'a pris que les lingots, jetant les pièces pour avoir été trop de problèmes pour sa situation actuelle. Détendu dans la voiture, il déduit que la famille qui a sauvé n'était pas en difficulté, car le père était probablement encore présent. Horus loue ses prévisions, notant que l'or aidera également à reconstruire le peuple après l'attaque incendiaire. Inji lit un livre avec indifférence, commentant la tragédie de la famille qui a perdu sa maison. Horus hoche la tête solennellement, avec le look fixé sur la route. Le marchand confirme qu'ils vont directement dans la capitale, un plan que j'ai accepté avec plaisir. Pendant ce temps, dans une grande salle d'assemblée, l'héroïne Alangia commence son rapport officiel au conseil. Un roi, en reconnaissance de ses efforts pour sauver le monde, lui offre la récompense qu'il veut. Angia va sur le trône en déclarant qu'il n'a qu'une seule demande. Il parle d'un professeur d'Horus, le mentor qu'il a formé et de 5 autres héros pour la bataille finale. Avec une expression sérieuse, il demande hardiment le privilège international de la polygamie. Alien à ces événements, Janji continue son chemin, perdu dans ses propres pensées.
De retour au conseil, Langia garde sa position ferme, sa présence confiante remplissant la pièce. Le roi, stressé visiblement. Demandez plus d'informations sur ce mystérieux maître russe. Langia révèle que bien qu'il soit plébéien, il est le gardien le plus puissant du monde. Il informe le conseil qu'une récente lettre le place dans le château royal du royaume des diamants. Le Diamond King se souvient horrifié qu'il vient de licencier le mentor du héros légendaire. Son duc est furieux de savoir qu'un plébéien occupait une telle position dans son château. Le look de l'ange devient glacé tandis que les pièces du puzzle s'adaptent. Face au roi d'Atonito, qui ne peut observer que tandis que son duc nie frénétiquement savoir qui ils ont tiré. Le roi et son duc partagent un moment tendu et maladroit, essayant de minimiser son erreur catastrophique. Langia déplore la nature réservée de son professeur, qui a presque maintenu son emplacement caché pour elle. Le récit explique une disposition du Conseil mondial, établie par le roi démon, qui a favorisé les roturiers à des rôles importants. Langia explique que la plupart des nations ont accepté les préabelantes pour combattre le roi démon, mais le royaume des diamants n'était clairement pas d'accord. Son accusation donne la cible, laissant le duc transpirant et totalement déconcerté. Modifiez ensuite votre demande, déclarant que les droits civils sont essentiels pour que votre professeur accède à son destin. Lancia s'adresse ensuite à la princesse Lucia du royaume de Piedra Dragon, demandant la citoyenneté pour Maître Russe et son groupe complet. Il s'approche de la vraie fille, confirmant son autorité en tant que représentante de son père prosterné. L'ange précise que les citoyens de la capitale du trésor, le Lapis, sont nécessaires pour accéder au marché minéral rare sous la juridiction de la princesse. Cette manœuvre politique inattendue laisse King Diamond complètement stupéfait. Il déclare fermement que c'est la récompense qu'il a choisie pour surmonter le roi démon, mettant la jeune princesse contre le mur. Le récit met en évidence la réputation de sa communauté des héros, le rapport Eraste, célèbre pour son pouvoir écrasant et sa bonne apparence. Plein de rage, le diamant roi serre son poing, refusant catégoriquement d'accepter ce résultat. Construire. Il est absurde de livrer une ressource aussi précieuse à une autre nation. Ses yeux brûlent de mépris, surtout étant donné l'idée de perdre son prix devant un royaume rival. Langia l'interrompt avec un avertissement effrayant, lui disant de ne pas avancer. Le roi bégaie, complètement déconcerté par l'audace et le pouvoir de l'héroïne. La princesse Lucia et d'autres membres du conseil observent l'échange tendu, visiblement surpris. L'ange capture l'avantage, lui demandant s'il ne comprend vraiment pas le sens de sa demande. Le sang-froid du roi se casse et essaie désespérément de négocier le sort du maître russe. Enfin, il capture son motif, réalisant que tout vise à assurer l'accès à des minéraux rares pour Master Golem. Dans une dernière tentative, le roi présume les vastes réseaux commerciaux et les ressources plus élevées de son royaume. Je vous prie de reconsidérer. Offrant un accès préférentiel à Horus aux minéraux dans le royaume du diamant. Lancia s'approche, lui rappelant que son royaume est saturé de réfugiés de guerre. Il se moque de sa vantardise, déclarant que la grandeur de son royaume ne s'appelle. Un flashback révèle que les objectifs de son professeur étaient la seule raison pour laquelle il pouvait soutenir l'énorme population civile. Le roi vacille incrédule quand il a découvert que Horus pouvait contrôler simultanément plus de 500 de ses constructions puissantes. Elle prédit des difficultés financières imminentes pour son royaume, le laissant totalement stupéfait. Langia pointe avec la froideur qu'en disant au revoir à son professeur et à son équipe. Le roi a saboté sa propre nation. Il révèle qu'avec la guerre terminée, les dispositions spéciales qui ont soutenu l'économie sont sur le point d'expirer. Le récit montre comment les prêteurs ont déjà été contraints de fournir un soutien financier unilatéral pendant la crise. Avec le Demon King à l'extérieur, les extensions des prêts et des bosses d'intérêt de guerre se terminent et les dettes sont sur le point de surmonter. Regardez le roi en sueur avec mépris, se moquant de sa conviction qu'il peut être imposé à l'effondrement économique qui vient. Langia rejette les tentatives de babillage du roi pour comprendre la situation. Demandez ensuite à l'avis s'ils ont reçu des plaintes des créanciers de leur royaume. L'héroïne révèle que c'est parce que sa communauté de héros a acheté toutes les obligations de la dette du royaume avec une montagne en or. Il informe le roi stupéfait que sa nation est désormais le plus grand débiteur de sa communauté héroïque. Le visage du roi est tordu en pur choc tandis que le poids de la révélation le frappe. Regardez dans le vide, comprenant lentement l'ampleur de sa ruine financière. Langia souligne le duc, annonçant que sa dette personnelle est si énorme qu'il est complètement en faillite. En regardant l'ensemble de l'assemblage, il propose généreusement de payer lentement la somme colossale.
Il ajoute que le plan de paiement a un taux d'intérêt presque comiquement bas. Le Pompouduc s'évanouit complètement, s'effondrant sur le sol en raison de l'impact. Langia révèle que son épée légendaire a été forgée dans le royaume de Piedra Dragon, juste là où cherchent les citoyens. Puis il finit de souligner que seul ce royaume se conforme honorablement à ses dettes. Avec le roi acculé, il demande si sa demande peut désormais être considérée comme approuvée. La logique de l'héroïne est brutale, forçant le conseil à choisir entre un débiteur et un allié responsable. Avec sa victoire assurée, l'ange remercie poliment l'assemblée et se prépare à prendre sa retraite. La princesse Lucia, bien que pressée, accorde officiellement aux citoyens dans la capitale du trésor, Lapis. La jeune princesse reste ferme dans sa décision malgré l'énorme poids politique qu'elle implique. En partant, Langia lance une menace silencieuse et effrayante sur la sécurité de la princesse. Son regard vif promet de terribles conséquences afin que son nouvel allié ne soit pas endommagé, laissant King Diamond et ses hommes tremblants de rage impuissante. L'héroïne prend sa retraite. La scène se transforme en un bureau administratif animé dans la capitale. Ils ont atteint Lapis, la capitale du trésor du royaume de Piedra Dragon. Dans une autre partie du bâtiment, Langia soupire fatigué, sa recherche apparemment infructueuse, mais lorsque Janji est passé, ses yeux se croisent à un moment de reconnaissance mutuelle. Juste quelques instants avant d'être assis seul dans une banque, portant complètement découragé. Dominé par l'émotion, courez et étreignez votre professeur déconcerté. Sa réunion est un tourbillon de joie pure. Prendre le héros stoïque complètement par surprise. Janji ne commente que son exposition émotionnelle inhabituelle, si différente de son moi habituel. Essayez de le retirer doucement, en expliquant que vous avez encore des documents à terminer avant de pouvoir parler. Impressionné par sa vitesse lors de la gestion des procédures, prenez vos nouveaux documents prêts à partir. Langia présente fièrement les documents remplis, révélant qu'il a déjà géré sa citoyenneté. Puis il commence à guider un J confus, annonçant qu'ils vont dans leur nouveau manoir. Langia révèle qu'il a utilisé l'influence de sa communauté héroïque pour assurer une maison pour vivre ensemble. Il traîne pratiquement le héros perplexe dans les rues, ignorant ses manifestations contre son audace. Ils atteignent un énorme manoir qu'elle déclare radicalement comme sa nouvelle maison. À l'approche de l'entrée, un nouveau chiffre sort pour les recevoir, s'adressant à Janji en tant qu'enseignant. La figure est révélée comme une femme de chambre nommée Thérèse, qui salue son maître avec un sourire instruit. Le groupe entre et monte le grand escalier de sa nouvelle résidence luxueuse. Terry propose de faire une tournée, avec une expression pleine d'anticipation joyeuse. Il avoue qu'il a rêvé du jour où tout le monde pourrait vivre ensemble, laissant Inji accepter sa nouvelle situation avec un peu de mal. Inji examine le manoir, remarquant que bien qu'il soit propre, il y a encore du travail à faire. Il se rend compte que l'énorme maison est vide, et vous confirme que pour l'instant ils n'ont que 3. La femme de chambre révèle fièrement un atelier entièrement équipé préparé exclusivement pour la création de son golem. Il est étonné par sa générosité, mais l'ange insiste sur le fait que c'est le minimum qu'il peut faire pour son professeur. Janji examine avec enthousiasme les matériaux, étonné par la grande variété de métaux à votre disposition. Les deux femmes observent heureuses, satisfaites qu'elles peuvent désormais se consacrer complètement à leur recherche. Il réfléchit à la façon dont cette préparation permet d'économiser des années de documents bureaucratiques, lui permettant de commencer à travailler immédiatement. Submergé par la gratitude, il donne à Langa et Terre un coup affectueux dans la tête. Tout en inspectant une étrange ingote, il ne peut pas éviter de poser des questions sur le coût astronomique de tout cela. Langa exclut naturellement sa préoccupation, appelant cette énorme dépense approfondie, ce qui laisse Inji sans mots. Décidant de ne pas remettre en question sa bonne chance, Inji laisse de côté la question du coût. Pendant ce temps, une figure à capuche mystérieuse avec des cheveux distinctifs atteint les portes de sa nouvelle maison. Ouvrez les portes, déterminé à voir le pouvoir du professeur légendaire. La jeune femme désireuse d'assister à la véritable force du mentor du héros. La scène présente Etra, une alchimiste de la cour, qui se plaint la taille du manoir tandis que son compagnon essaie de la calmer. Etra se souvient qu'elle est dans une mission officielle de la princesse Lucia, essayant de recueillir de la valeur. Dans un autre endroit, la princesse Lucia passe en revue la demande officielle, remettant en question sa nature inhabituelle. Son assistant est surpris de savoir qu'il a été en charge d'une enquête personnelle sur la communauté des héros. Lucia explique que, comme ils accordent aux citoyens, ils doivent évaluer correctement chaque nouveau membre. La princesse admet que bien qu'ils aient accepté les héros, leur fiabilité reste une préoccupation importante. L'assistant est submergé par la tâche d'enquêter sur toute la communauté héroïque.
La princesse précise que l'enquête ne se concentrera que sur Horus, le maître du héros. L'assistant demande la raison de cette approche spécifique. La princesse veut confirmer que les compétences d'Horus sont authentiques et non exagérées. Affecté est Erika, l'alchimiste de la cour, pour évaluer les compétences techniques d'Horus. Il espère également évaluer son caractère, étant donné la considération élevée que le héros a pour lui. Le groupe discute pour observer les compétences d'Horus dans la salle d'électricité magique du manoir. Janji confirme que la demande est une affectation officielle du gouvernement. Etra semble confus, remettant en question quelque chose sur Inji. Langa demande de rejoindre l'observation des compétences d'Horus. Etra lève les yeux, se demandant ce que la demande de Langia signifie de les accompagner. Janji spécule qu'ils vont au sous-sol profond du palais, un endroit avec peu de candidats probables pour ce qu'ils recherchent. Identifie correctement son destin, la source du pouvoir des tuyaux de mana de la ville. Le récit explique comment les outils magiques quotidiens se nourrissent d'une source externe, comme s'il s'agissait d'un commutateur. Un diagramme illustre comment les pièces de monstres deviennent de l'énergie, fournissant toutes les infrastructures. Langa demande si Janji est vraiment responsable de la maintenance de ce système complexe, ce à quoi Etrika confirme. L'alchimiste révèle sa vraie raison, pour essayer ses compétences avec des outils magiques. En supposant que son expérience avec Golem se traduit, il prévient qu'une explication simple ne sera pas suffisante, car ses yeux ne seront pas dupés. Janji trouve sa déclaration sérieuse et jeune pour l'agacer. Son mépris occasionnel laisse l'alchimiste babillage frustré. Pendant qu'il sourit avec confiance. Le regard d'Etra durcit, déterminé à être celui qui juge les véritables capacités de Janji pour la princesse. À contre-cœur, elle ouvre la voie, l'avertissant de conséquences graves si le test échoue. L'alchimiste souligne une énorme machine complexe, l'identifiant comme la principale source d'énergie magique de la ville. Cela le met au défi de le mettre en service, mais Inji confirme naturellement qu'il le peut, car il a déjà construit des systèmes similaires. Etra se moque de la comparaison, tandis que Janji précise qu'il n'a besoin que d'activer cette unité. Inspecter un maître proche. Confirmant sa suspicion que l'ensemble du système est désactivé. L'alchimiste est surpris qu'il n'ait pas remarqué la panne de courant dans toute la ville depuis le manoir. Langa révèle avec suffisamment que le manoir est sa propre source d'énergie. Fait qui surprend Inji et l'alchimiste. Il explique fièrement que Thierry était facilement responsable de la maintenance, témoignage de ses compétences incroyables. Etra a du mal à comprendre un tel exploit. Alors que Inji note que l'énergie se propage toujours dans la maison, l'alchimiste soupçonne qu'il ne profite que du talent exceptionnel de ses disciples. Indifférent, Inji se met au travail, déterminé à voir ce que la machine est réellement fabriquée. Examiner l'appareil. Identifier le noyau comme un ensemble de composants plus petits. Etra propose une poudre d'essai, mais prévient que la magie d'évaluation standard pourrait mal interpréter les résultats. Janji prend la poussière, soulignant que le noyau doit être fait de fer particulièrement raffiné. Par coïncidence, souffle la poussière sur le noyau, laissant ses coéquipiers se demander ce qu'il fait. Un nuage de poussière explose du noyau, effrayant l'alchimiste mais s'amusant. Lorsque la poussière se trouve, Etra se plaint de la saleté, tandis que Inji dit simplement que pour cela, ils sont là. Langa a étonné le gaz tandis que le noyau commence à briller, révélant une surface propre et sombre en dessous. Ses mains passent à travers le noyau désormais purifié, confirmant que la magie coule à nouveau doucement. Etra explique que le noyau est plus propre, mais toujours loin de son état blanc pur idéal. Il admet qu'après tant d'abandon, une restauration totale est impossible. Janji ordonne tranquillement l'alchimiste surpris qui purifie à nouveau. Etra explose, lui rappelant que c'était elle qui l'a embauché. Puis il se défend, défiant la Langa stoïque pour essayer elle-même. Langeia et Inji persuadent doucement la réticence alchimiste à réessayer. Le jeune alchimiste frissonne, surpris par sa persistance inébranlable. Elle se sent insultée, croyant qu'ils le font répéter la tâche parce qu'ils doutent de leurs compétences. Sans préavis, Inji prend sa main, adoptant une approche directe et pratique. Le guide fermement sur le noyau, démontrant la bonne technique. Les cris alchimistes surpris alors qu'il place fermement ses mains sur le noyau. Pour son étonnement, la section qu'elle a touchée devient un blanc brillant, plus pur qu'elle n'atteindre. Alors que Janji rit de sa réaction, l'alchimiste stupéfait demande à savoir ce qui vient de se passer. Il libère sa main, le laissant regarder la surface impeccablement propre qu'il a créée. Elle lui attrape le bras, exigeant désespérément le secret après son incroyable technique.
L'alchimiste admet qu'elle n'a jamais vu le noyau aussi parfaitement restauré, sa fierté professionnelle complètement détruite. Au lieu de se montrer, il lui dit simplement d'essayer à nouveau, promettant de la guider pendant le processus. Sa leçon commence, expliquant que la magie cherche naturellement la stabilité et doit être guidée, pas forcée. Langa observe avec un sourire complice, totalement confiant dans les compétences pédagogiques de son professeur. Suite à ces étranges conseils, il se concentre intensément, ordonnant le noyau qui est purifié sous son regard attentif. Il lui dit de visualiser l'état idéal du noyau, pas seulement sa couleur. Pour son propre étonnement, le noyau brille encore plus, surmontant ses tentatives précédentes. L'alchimiste remonte, complètement déconcerté par le résultat impossible. Janji lui donne une tape condescendante dans sa tête, appelant ses efforts qui pas mal. Ses éloges condescendants l'assument dans une rage qui pleure, menaçant des actions en justice. Il estime avec désinvolture qu'il a pris son niveau précédent pendant 5 ans, la laissant stupéfaite. L'alchimiste regrette ses années de combat, tandis que Langa aime ouvertement son envie professionnelle. Embellé par la frustration, je jure de surveiller chaque mouvement Janji, déterminé à découvrir ses secrets. Langa présume fièrement le pouvoir de son professeur, tandis que Inji se demande avec mal si elle a déjà impressionné l'alchimiste. L'alchimiste déclare hardiment son intention de voler sa technique, motivé par son attitude irritante arrogante. La scène change au palais royal sous un ciel étoilé. La princesse Lucia reçoit avec enthousiasme l'alchimiste qui revient, lui interrogeant le rapport de sa mission. Il le reçoit avec une scène déroutante. L'alchimiste est profondément endormi à une table de bibliothèque. Son assistant note qu'il est très inhabituel, car il est complètement épuisé. Il explique qu'il est revenu brusquement, déclarant qu'il devait faire des préparatifs. La princesse regarde beaucoup de pièces complexes, se demandant quel type de préparation ce sera. Son assistant explique qu'Eterika a travaillé sans relâche malgré elle a déjà dominé cette capacité. Un collègue ajoute que ses compétences se sont considérablement améliorées en très peu de temps. Alors que les participants discutent du maintien continu du pouvoir, la princesse leur offre des mots d'encouragement. Un sourire complice traverse le visage de Lucia en déduisant que la motivation soudaine de l'alchimiste est venue après avoir été témoin du véritable pouvoir de l'enseignant. La princesse observe son alchimiste épuisé, qui est finalement tombé dans un sommeil profond. Il sourit notant qu'il semble plus calme qu'en année. Son assistant conclut qu'un tel épuisement ne peut que signifier qu'il a été témoin de quelque chose de vraiment incroyable. Mais l'alchimiste se joint soudainement, déclarant triomphalement sa victoire à un Horus imaginaire. La princesse Lucia ne peut offrir qu'un sourire doux et quelque peu déconcerté à l'exclamation. La scène se transforme en caméra magique souterraine où l'équipement de maintenance est dérouté par la soudaine montée en puissance de l'énergie. Dans un autre endroit, la voiture d'Horus et de Janji rugit en cours de route à une vitesse incroyable. Ses yeux brillent avec enthousiasme en émerveillant de la vitesse de la voiture qui passe. Un garde à proximité confirme fièrement aux spectateurs que le chariot va à une vitesse maximale malgré une augmentation de 30% de sa charge. L'une des femmes reconnaît la conception, réalisant que la voiture rapide doit utiliser l'un des roulements avancés d'Horus lui-même. Une femme explique à un gardien que même les roulements d'axe les plus avancés ont une limite de performance inhérente. Un véritable officiel déclare que ces nouvelles améliorations réduiront considérablement le coût du transport des métaux du donjon. Janji reflète avec suffisamment de choses que des améliorations drastiques du transport sont vitales pour la croissance de la nation. Il offre une rare reconnaissance silencieuse au succès de l'équipe. Le souvenir de déplacer d'énormes quantités d'approvisionnement uniquement pour maintenir le royaume des diamants pèse beaucoup. Un de ses compagnons rappelle que le héros a mentionné ce cauchemar logistique devant le Conseil mondial. Il se demande comment il ne pouvait gérer qu'une opération aussi gigantesque, soupçonnant que c'était plus que des documents. La vérité est révélée. Il a commandé pas moins de 500 golems pour gérer l'immense charge du palais. C'était une mesure nécessaire, car le royaume était saturé de réfugiés et manquait d'une main-d'œuvre adéquate. Son équipe a même dû développer de meilleures voitures pour transporter la nourriture produite par ses équipes agricoles avancées que son partenaire l'appelle complètement fou tandis que Janji regarde l'horizon perdu dans la mémoire de ses exposants passés. Sur le chemin du retour sur la route, l'alchimiste confond en voyant une voiture se déplacer à une vitesse incroyable. Janji fait l'éloge de son œil aigu, mais elle nie avec suffisamment pour qu'il y ait quelque chose de l'ordinaire. Ils observent qu'une voiture, malgré leur vitesse, est toujours derrière une autre. Le secret est révélé, les nouveaux roulements à axe avec presque zéro frottement font que la voiture lourde se sent incroyablement légère.
Inji déduit correctement que les chevaux s'adaptent simplement à la nouvelle traction plus facile. Les chevaux eux-mêmes semblent déconcertés par le manque soudain de résistance, sans savoir comment réagir. Langa dit avec confiance aux gardes qui demandent aux chevaux tout ce qu'ils veulent, leur assurant qu'elle prendra soin. Lorsqu'on lui a demandé comment il invente ces choses, Janji dit simplement qu'il étudie un large éventail de problèmes, laissant Thierry perplexe avec ses notes. Les artisans ne peuvent pas croire que Janji a construit l'équipement nécessaire pour fabriquer des roulements en seulement 1 heure. Il explique que le professeur Golem est une fusion de la magie de la Terre, la création d'outils et l'alchimie. Il révèle que votre secret est de lire tout ce que vous pouvez car toutes les connaissances peuvent être utiles. Ses camarades de classe sont stupéfaits, incapables d'imaginer dominer tant de domaines difficiles en même temps. Terre demande si ce n'est pas une perte de temps. Mais Janji répond que le génie consiste à combiner les champs existants. Terre coïncide, expliquant que l'innovation découle de la collecte et de la combinaison de connaissances patients différentes. Ces mots réussis sont silencieux en appelant le mauvais signal de planification. Alors que Terre proteste, Eterica se souvient de sa mauvaise planification pour effectuer l'achat. Etra lui dit joyeusement que c'est tout simplement la même chose, ce que Inji accepte maladroitement comme l'option la plus facile. Il ne peut que soupirer, réalisant que le jeune alchimiste est sans relâche avec ses opinions. Sa curiosité grandit et demande un exemple de son ouverture. Etra explique que ce royaume n'a pas la supériorité sociale qu'elle a vue ailleurs. Mais Inji pense que quelque chose ne correspond toujours pas. Rappelez-vous votre surprise qui étudie à l'étranger, où nobles et les plébéiens ont été strictement séparés dans les écoles. Janji confirme que cela est typique, se souvenant de l'arrogance des nobles qui considèrent les roturiers comme inférieurs. Etra dit qu'ici les nobles, au moins théoriquement, sont conscients des difficultés des pauvres, une différence de mentalité clé. Il souligne que pour les repas riches et extravagants, fait tout simplement une partie normale du jour au jour. Grandir uniquement parmi leur propre classe, soutient-il, leur donne une vision déformée du monde. Mais partager une salle de classe avec un enfant pauvre les oblige à voir que les autres survivent avec de misérables déjeuners scolaires. Un garde proche écoute et comprend que cette différence de perspective est profondément enracinée dans sa culture. Janji considère ces paroles et convient finalement que son analyse culturelle a du sens. Etra change le sujet et pose une nouvelle question directe à Janji, s'il croit que ses propres techniques deviennent obsolètes. J'ai répondu calmement que oui, il admet que ses méthodes sont quelque peu dépassées. Il révèle son inspiration, une figure légendaire qui était aventureuse et professeur de golem. Terre semble intriguée par l'existence d'un individu aussi multiforme. Elle et Etra sont captivées, désireuses d'en savoir plus sur cette mystérieuse figure. Sortez un livre bien conservé, remarquant à quel point les années soignent des années. Expliquez à The Curieux qu'il s'agit d'une autobiographie écrite il y a 100 ans. Le livre raconte les aventures de l'auteur et détaille toutes ses inventions révolutionnaires. Etra tient le vieux texte incroyable, avec des yeux qui brillent devant la promesse de la connaissance perdue. Mais il arrache rapidement le livre. Joué pour l'éloigner de ses coéquipiers. Etra sourit, comprenant que Janji admire profondément l'auteur légendaire. Il embrasse le livre avec le zèle, insistant sur le fait qu'il est trop précieux de risquer les moindres dégâts. Janji révèle que le texte est plein de cryptages cachés, à la surprise de ses compagnons. Le message décodé raconte une histoire sombre de 5 personnages mystérieux qui ont usurpé le monde il y a 2000 ans. Confirmez cette histoire choquante comme la vérité cachée dans l'autobiographie ancienne. Les femmes sont stupéfaites, se demandant comment quelqu'un pourrait vaincre ces puissants êtres ancestraux. Inji explique que les battre nécessiterait le pouvoir unique d'un professeur de golem. Une réalisation soudaine éclaire ses camarades de classe tout en le regardant incrédule. Terre relie les pièces, comprenant que c'est la vraie raison pour laquelle il a dominé ces incroyables techniques de golem. Avec un sourire complice, Janji confirme ses soupçons, révélant son secret qui secoue le monde. Etra a du mal à comprendre le règne de 2000 ans de ces personnalités mystérieuses. Avec la chute de la lourde révélation, Inji annonce avec désinvolture qu'il est temps de partir. Il est disposé à partir de laisser leurs compagnons stupéfaits pour traiter les informations qui secouent le monde, leur dit d'observer les nombreuses innovations du monde et de décider par eux-mêmes qui méritent l'admiration. Inji conseille au jeune alchimiste de trouver quelqu'un à admirer et la clé de sa propre croissance. Il leur laisse un dernier enseignement. Son chemin dans la magie est seulement à vous de choisir. Ces paroles allument un feu en éthique, ceux qui acceptent le défi avec une détermination renouvelée. Sa réponse enthousiaste reçoit une plainte moqueuse de Jiné,
bien qu'Eletus soit trop excité de le remarquer. Les deux acceptent d'enquêter davantage, Etra montrant maintenant une expression confiante et arrogante. En tant qu'adieu, Janji offre ses services mondains mais très pratiques, en contraste marqué avec sa grande discussion. La scène revient au grand de Kinsuke, une énorme entrée de donjon construite sur une colline sur la capitale du trésor. Ce donjon est une source principale de métaux de haute qualité laissés par des monstres vaincus. À l'intérieur, un génie à capuche est assis patiemment sur un coffre, attirant l'attention d'un garde à proximité. Une silhouette à cheveux longs et lâches coule à côté d'un aventurier surpris près de l'entrée. Un noble avec de l'air arrogant spécule que la foule croissante est là pour voir une épée sacrée légendaire. Un autre noble, le Géodore d'une famille d'Emmède, méprise les aventuriers excités comme un groupe bruyant. Regardez sa propre arme. La célèbre épée du pouvoir du gardien sacré, clairement l'objet du désir de chacun. Un de ses compagnons est anxieux, suppliant l'occasion de voir l'épée légendaire. Jodor explose dans un rire animé, ravi de l'attention attirée par son épée appréciée. Regardez les autres aventuriers, reconnaissant que l'opportunité de voir une épée sacrée est vraiment un événement rare. La nouvelle se propage rapidement parmi les aventuriers, l'héroïne de Langa est à l'intérieur du donjon. La noble écoute, convaincue que la présence de l'héroïne garantit une salle trésor des proportions historiques. Sans avertissement, le noble attrape violemment l'un des aventuriers autour du cou. La conversation révèle un nouveau tour. L'héroïne est là pour s'entraîner avec votre professeur, pas par butin. Pressé de fureur. Annonçant sa noblesse et rejetant les paroles de l'aventurier comme dénuées de sens. Son arrogance explose tout en réprimandant l'homme, interdisant toute mention d'un héros plébéien en sa présence. Avec un sourire malveillant, il promet de montrer aux plébéiens un spectacle vraiment intéressant. Cela nécessite de connaître l'emplacement de l'héroïne et un aventurier effrayé montre rapidement le chemin. Sans tressaillir, l'aventurier se lève à la hâte, prêt à suivre le drame qui arrive. Pendant ce temps, deux autres figures observent d'en haut, soucieuses du début de l'événement principal. La foule observe tandis que Langia et Ginny se préparent à l'entraînement, armés uniquement d'épées en bois. Langia s'excuse par le grand public. Mais Inji révèle calmement qu'il leur a permis de rester. Dans la foule, le noble Galodor discute du pouvoir écrasant du roi démon, un sentiment partagé par une mystérieuse figure à capuche. Langa semble surpris par l'ouverture de Janji, admettant qu'il l'imaginait comme quelqu'un de plus réservé. Salutation finie. Le visage de l'enseignant et de l'élève, prêt à démarrer le duel. Langa commence le combat, abaissant son épée en bois dans une arche puissante vers le HEI stoïque. Juste au moment où le duel commence, le noble Géodore arrogant intervient. Se moquer de la posture de combat de Janji et de remettre en question son titre, Langa dit à son professeur d'ignorer l'interruption et de continuer à s'entraîner. Le noble se moque, suggérant que si Janji est son professeur, alors le statut du héros de Langa doit être en doute. La foule, invitée au noble, commence à abuchar à Janji, exigeant qu'il se retire pour qu'il puisse voir le vrai héros. La fureur des nobles bouillonne, trouvant la situation complètement ridicule. Ils se moquent de l'idée d'un plébéian sauvant le monde, compte tenu de l'incroyable notion. L'épidémie attire enfin l'attention de Janji et une Langa surprise, sortant son épée sacrée, le noble annonce son illustre lignée et jure de démasquer le professeur. J'ai détourné l'attaque de Langia, louant sa capacité tandis que le noble observe surpris. Alors que Janji se demande l'étrange comportement du noble, Langa se prépare calmement à expliquer sa simple raison. La silhouette à capuche explique que l'explosion du noble n'est qu'une crise de colère, alimentée par la colère que les préabellons ont pour la première fois battu le roi démon. Enragé par l'insulte, le noble Denis ayant furieusement s'est moqué. Il brandit son épée, criant qu'aucun entraînement plébéien ne pourrait jamais vaincre le roi démon. Il l'accuse de mentir, insistant sur le fait qu'ils n'ont eu que de la chance et que le roi démon n'est que caché. Le noble présume le pouvoir de son épée de pouvoir du gardien sacré, tandis que Inji reste complètement impassible. En un instant, une force invisible jette le dos noble, ses cheveux volant sauvagement à travers le zog. L'expression de Janji durcit pendant qu'il ordonne à l'homme de prendre sa retraite. Le noble arrogant est jeté par l'air, s'écrasant contre le mur à l'entrée du donjon. Ses compagnons ne peuvent crier son nom qu'avec l'incrédulité et la panique. Ils courent à leur côté, aidant le noble de la journée à se battre pour comprendre qui l'a frappé. Janji explique qu'un principe de base a simplement explosé,
la tendance naturelle du mana à rechercher la stabilité. L'ange ajoute qu'un look concentré peut transformer cela en arme. Puisque l'environnement s'éloigne instinctivement d'une présence menaçante. Il conclut que cet homme à fuir crée un vide qu'il a utilisé pour générer une vague de pression écrasante. La foule observe étonnée. Enfin, comprendre que le professeur du héros est quelqu'un d'extraordinaire. Le chiffre à capuche explique que contre un adversaire aussi faible, un look simple était plus que suffisant. Il souligne que bien que les auras puissants aient de la couleur, le sien était transparent, faisant allusion à un niveau de contrôle complètement différent. Un aventurier est sans voix lorsqu'il se rend compte qu'un porteur d'épée sacrée n'a été vaincu qu'avec un regard. L'ange jaloux le pouvoir de son professeur tandis que Janji se souvient qu'elle a une fois comparé son regard avec un tir de canon. Avec l'interruption surmontée, l'aura de Langa s'intensifie tout en annonçant qu'une véritable formation est sur le point de commencer. Janji piège calmement son épée en bois. Arrêtez d'effort son puissant coup descendant. Soudain, le héros est repoussé par une force invisible, combattant l'énorme pression de son professeur. Il se moque de lui, se demandant comment elle peut renforcer si elle ne peut même pas briser sa défense de base. Avec un cri déterminé, Leia se lance en avant, mettant toute sa force dans l'attaque suivante. Il est surpris par l'absence de résistance tandis que Janji lui rappelle qu'il a déjà expliqué cette technique dans une lettre. Réfléchit que s'ils ont encore besoin de lui pour intervenir, quelque chose est très mauvais dans le monde. L'héroïne a du mal à comprendre son pouvoir, admettant qu'elle est 100 fois plus forte qu'auparavant. Il l'invite calmement à attaquer à nouveau. Pour continuer la leçon aussi longtemps que nécessaire. Avec un sourire confiant, elle accepte son défi et elle accède à l'enthousiasme à suivre. En interne, il admet que sa force reste, comme toujours, beaucoup supérieure à la sienne. Mais sa résolution durcit quand il jure qu'un jour il sera non seulement à ses côtés, mais qu'il le surmontera. La scène se transforme en une auberge où le noble Géodoro humilié est gravement réprimandé par son père. Le noble découragé écoute la honte tandis que son père continue la réprimande dure. Il révèle la folie de ses actions, lui rappelant que sa famille doit une énorme dette de 20 000 pièces d'or. Le père révèle la vérité choquante. Son créancier n'est autre que la communauté des héros. Le noble embarrassé se souvient que son père a exclu la victoire du héros comme de simples rumeurs de roturiers. Maintenant, son père confirme que le roi démon est tombé, de sorte que la dette de 20 000 pièces est exécutoire. Géodoro a dit un plan absurde pour forcer les héros à se rétracter, espérant provoquer un autre état d'urgence. Son complot désespéré est interrompu lorsqu'un objet casse la fenêtre, la faisant effrayer. Son père lui rappelle furieux que le Conseil mondial lui-même a officiellement reconnu la défaite du démon du roi. Il révèle que la crise publique de Géodore a détruit ses chances de négocier un taux d'intérêt plus bas. Le père se moque de la famille royale, dont le budget rare leur permet à peine de payer 1% d'intérêt. Pour aggraver les choses, sa précieuse épée sacrée génère d'énormes frais à l'église du son. Le poids total de la ruine financière écrase le jeune noble, qui couvre le visage dans un désespoir absolu. Son père révèle que même l'Église doit de l'argent à la communauté héroïque, extorquant tout le monde pour le régler. Il le réprimande pour l'antagonisation stupide de ceux qui contrôlent les finances du monde. Le jeune noble crie, submergé par les conséquences de ses actions. Panique, Géodore est abattu vers la porte, essayant d'échapper à la dure réalité. Son père l'attrape, exigeant furieux de faire face à la catastrophe qu'il a causée. La scène se transforme en Inji, ne marchant que sur un chemin calme dans la forêt. Il s'arrête soudain, avec une expression réfléchie, comme si elle était perçue une présence. Des buissons, Géodore prépare son embuscade, déterminé à sauver l'honneur de la famille. Le noble saute, pointant avec son épée vers la gorge de Jingi et exigeant qu'il annule sa dette. Jingi n'est pas impressionné, faisant l'éloge du noble sarcastiquement pour avoir recours à une embuscade après sa défaite publique. Avant que le noble ne réponde, la figure cagoulée du donjon apparaît, l'appelant par son nom. La noble est surprise qu'elle le connaisse. Mais elle explique avec indifférence que son épée sacrée est une indication claire. Sans tressaillir, le noble décide de simplifier la situation avec un échantillon de force. Il se lance en avant, annonçant le nom prestigieux de sa famille et déclarant que ses paroles sont des ordres, pas des menaces. Il attrape la silhouette cagoulée, affirmant arrogamment qu'il donne les ordres là-bas. Cela exige qu'ils ordonnent aux héros de brûler le contrat de dette. Confiant que votre noble statut est suffisant. Mais le look froid de Janji coupe la diatribe du noble, prêt à démonter ses arguments.
Cela lui rappelle que cette dette a été financée par le dangereux voyage des héros pour vaincre le roi démon, conclut que l'effacement de la dette serait une profonde insulte à tous ceux qu'ils ont combattus et saigné la noble exploitation de la fureur. Criant que les roturiers n'existent que pour obéir à leurs supérieurs nobles. Janji souligne calmement un lagon juridique, mais les rebondissements nobles, affirmant que les héros survivants sont le vrai problème. Avec un simple geste, Janji arrête la diatribe du noble, avec une expression totalement indifférente. Le noble explose de fureur, criant que son autorité est absolue et ne sera pas remise en question. Soudain, le corps du noble est tendu, une force invisible l'immobilise complètement. Inji répète calmement la leçon précédente, expliquant que la tendance naturelle du mana est de rechercher l'équilibre. Il détaille qu'une épée sacrée améliore le corps l'inondant de mana, un principe qu'il peut facilement exploiter. Alors que le noble bégaiement terrifié, le poing de Janji brille avec un pouvoir menaçant. Il rejette le noble comme un rival pour un professeur de golem, déclarant que seul vraiment fort peut même se déplacer en leur présence. La silhouette à capuche est froidement qu'un coup de poing est le seul remède à son entêtement, ignorant le plaidoyer terrifié du noble. Sans patience de parler plus, Janji dit au noble de se préparer au coup inévitable. Un seul coup décisif jette le noble dans l'air. Sa précieuse épée sacrée tombe en l'air. Le coup de poing du professeur relie la force dévastatrice, envoyant le noble arrogant volant. Janji accompagne le coup, regardant comment son adversaire vole sans contrôle par la forêt. Le noble s'écrase sans grâce contre le sol tandis que Inji reste impassible devant la scène. Dans un autre endroit, la silhouette à capuche sent soudainement que l'aura éloigne d'une épée sacrée. La feuille légendaire tombe considérablement au sol devant eux, un message clair de son propriétaire vaincu. Thérèse rassure joyeusement la femme inquiète. Lui dire d'avoir plus confiance dans les compétences de son professeur. Le noble est dans une position un peu digne, une fin adéquate pour l'arrogance, que j'appelle le point de fer de la justice. Il explique que son coup est amélioré pour ressembler à un coup de golem, la seule langue que certaines personnes comprennent. Son partenaire fait preuve d'inquiétude concernant les insultes du noble. Mais Janji exclut naturellement une routine quotidienne. Il explique que déranger les paroles de chaque imbécile est un chemin vers la folie, la surprenant avec sa résistance. Terry tient l'épée sacrée capturée. Expliquant qu'avant les plébéiens se plaignaient rarement parce que seuls les nobles avaient des positions officielles. Son partenaire ajoute qu'avec des roturiers maintenant au pouvoir, les gens se sentent plus à l'aise d'exprimer leurs problèmes. J'ai réfléchi à la façon dont les lois d'urgence ont ouvert les portes afin qu'elles mènent, conduisant à cette vague soudaine d'opinion publique. N'oubliez pas comment les problèmes sociaux donnent généralement lieu à des minorités bruyantes qui poussent les arguments extrêmes et illogiques. Reconnais l'argument bien connu des privilégiés selon lesquels les fonctionnaires doivent obéir à tous les caprices des contribuables. La femme Kagouleri sympathise avec sa situation et admettant qu'elle aurait eu recours à la violence. La conversation est interrompue avec l'arrivée d'une femme locale et de son fils, qui le salue. La femme leur offre un panier de fruits frais comme un échantillon de profonde gratitude. Terre avec graisse les cadeaux, qui comprennent également des bonbons fraîchement cuits des villageois reconnaissants. La scène change à Inji en remettant en question une jeune femme sans oreille sur son récent travail de maintenance dans une unité d'énergie. Votre heureux commentaire qui a reçu un autre cadeau même si leur maison déborde déjà avec eux. Un diagramme révèle que les outils magiques de la ville sont désormais beaucoup plus efficaces, nécessitant beaucoup moins de pierres magiques. La femme à capuche comprend que ces dons sont des signes de gratitude pour des améliorations dans toute la ville. L'amélioration de l'efficacité a même provoqué une réduction officielle importante des taxes pour les citoyens. Son partenaire est cynique, se demandant si le gouvernement a simplement monopolisé les économies avant de les transférer. Mais elle répond que le budget transparent du royaume facilite la détection de cette corruption. Sa conversation est interrompue lorsqu'un enfant pointe vers le noble vaincu, un endroit que la femme considère inapproprié pour les petits. Janji précise que son aide au royaume coïncide facilement avec ses objectifs personnels. Son partenaire observe un changement dans son attitude, remarquant qu'il semble plus détendu que d'habitude. Il spécule que ce changement est dû au fait que, contrairement à leur temps dans la capitale, leurs efforts sont finalement évalués. Ses compagnons reconnaissent que son immense talent était probablement ce qui a attiré l'attention indésirable du roi démon. Ils réfléchissent sur leur propre passé, admettant qu'ils ne sont pas en mesure de juger leur situation. La scène change au magnifique château royal du puissant royaume du diamant. À l'intérieur,
Le roi regrette que Horus était la véritable colonne vertébrale de sa nation, en faisant toujours trop. Ses pensées sont interrompues lorsqu'un garde se casse en signalant une défaillance critique dans les outils magiques de la capitale. Le roi est surpris par l'interruption soudaine, un signe clair du désespoir croissant du royaume. Il soupire frustré, déplorant l'état de son royaume, ou même des fournitures de base telles que le rôle rare. Avant de récupérer, un autre assistant se déroule en cours d'exécution pour signaler les aliments cassés sans pièces de rechange disponibles. Le récit confirme que depuis que Horus a disparu, tout le royaume a plongé dans la catastrophe. Son infrastructure s'effondre, une conséquence directe de la perte du seul homme qui a tout maintenu. Le roi désespéré. Réalisant que les compétences techniques du royaume ont complètement stagné sans Horus. Il reflète que son noble alchimiste se concentrait davantage sur la politique que sur le travail technique réel. Sans pièces de rechange ni manuel laissé pour compte, la main-d'œuvre du royaume est paralysée. Un garde rapporte que la prospérité du royaume était totalement due à Horus et que le public est maintenant au bord de la révolte. Le garde admet nerveusement que le cœur du problème est un manque essentiel de travail. Le roi répond avec froideur que les roturiers devraient résoudre leurs propres problèmes, montrant leur déconnexion avec la réalité. Le monstre est jeté à travers la grotte, démontrant la puissance écrasante du canyon golem. Un fragment de la créature vaincue tombe dans sa main, mais il n'est pas impressionné par son énergie médiocre. Avec un mouvement décontracté, il casse le verre, le jetant comme inutile. Mission réalisée. Chargez un énorme sac de butin sur votre épaule, prêt à rentrer chez lui. De retour dans votre atelier, videz le contenu, une montagne de parties précieuses de monstres et minéraux rares. Le processus méticuleux de classification de son butin commence, décidant quelle pièce mérite le rare. Vous le trouvez dans l'entrepôt, jetant un cristal qu'il considère inutile pour vos projets. La femme de chambre explique à un Thérèse inquiet qu'il travaille sans relâche depuis son retour. Sans lever les yeux, Inji confirme qu'il sépare simplement les matériaux précieux des ordures. La femme de chambre, déconcertée, souligne que pour elle, tous les minéraux semblent les mêmes. Janji explique qu'un œil expert distingue facilement les minéraux de haute et de mauvaise qualité, même s'ils semblent identiques. Il ajoute que ces minéraux de qualité moyenne sont parfaits pour améliorer les matériaux encore plus rares trouvés dans les profondeurs de la Mazora. La femme de chambre dit que bien qu'elle rassemble des matériaux inférieurs, il peut affiner ceux qui ont leurs compétences alchimiques. Janji regrette les faibles taux de chute et l'inconfort de naviguer dans le donjon complexe uniquement pour trouver ces matériaux. Vos questions et minéraux sont trop difficiles à affiner. À quoi Ingis répond que ses compétences sont un hybride de magie, d'alchimie et d'ingénierie. Il admet qu'en raison de sa connaissance approfondie, il n'est pas un spécialiste de l'art délicat de l'alchimie métallurgique. La classification initiale terminée. Prenez une gorgée de votre boisson et décidez de laisser le traitement final à Thérèse et au reste. Mais la femme de chambre l'arrête et mentionne un bonus du royaume, capturant toute l'attention de Inji. Votre clarifie si vous êtes intéressé par la médaille supplémentaire offerte par le royaume. La femme de chambre confirme les nouvelles. Le royaume des diamants a accepté de livrer l'antenne en échange de la réduction de sa dette écrasante. Janji surprend la femme de chambre déclarant qu'il n'a pas l'intention de gérer à nouveau le royaume. Elle présente un colis expliquant qu'il s'agit d'un bonus qui est arrivé avant la livraison principale. Terre dit que bien qu'aucun objet commun ne puisse étendre sa plage. Je m'attendais à ce que cela vous permette de construire de meilleurs golems. Le groupe se détend tandis que Inji admet que l'antenne était un outil très pratique. Tero se demande pourquoi le royaume livrerait un tel atout s'il ne l'utiliserait même pas. Le NJ révèle le secret de l'antenne, nécessite une norme spécifique de pouvoir magique pour fonctionner. Il explique que les magiciens du royaume ne pouvaient pas produire de magie avec le niveau nécessaire, ce qui les rend inutiles. Il ajoute que l'appareil a été créé par un vieux artisan. Et le royaume l'a simplement trouvé par hasard. La femme de chambre est surprise de savoir que le royaume n'a pas créé cette technologie avancée. Janji est horrifié de découvrir qu'il a été stocké dans un coffre-fort souterrain secret qu'il ne savait même pas pendant son séjour dans le château. Tushiyama concevra au bonus du royaume un gaspillage, tandis que Janji dit qu'il donne trop d'importance. Malgré sa façade froide, Jinji rougit tandis que ses coéquipiers insistent pour ouvrir la boîte qu'il voulait depuis longtemps. Il l'ouvre et spécule que le roi n'a pas envoyé ce cadeau sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. Lorsque la femme de chambre demande s'il s'agit d'une autre poubelle, Inji est étonné, révélant que cet seul objet fera progresser son enquête pendant 10 ans. Ses camarades de classe sont sans voix à leur enthousiasme inhabituel. Examinez l'appareil,
étonné parce que l'obtention de quelque chose de si étrange aurait été impossible. Avec un sourire triomphant, le cadeau parfait le déclare. Bien sûr, le roi a ignoré son véritable potentiel. Il admet que, bien qu'il ait de nombreuses lignes de recherche, il a dû éviter que cet objet se déverrouille maintenant. Terre demande son importance et Inji imagine un monde où son travail était vraiment apprécié. Il révèle que si le roi avait offert cet objet dans un laboratoire, il aurait accepté de rester sans hésitation. Inji reflète qu'être dans le château limiterait son accès à des ressources précieuses. Thérèse lui demande s'il reconsidérerait le travail pour le royaume. Mais il déclare que son opinion sur le peuple du royaume n'a pas changé. La femme de chambre envisage la réaction possible des nobles au paiement de la dette. Terra suggère un plan pour s'assurer que les nobles se souviennent de l'importance du héros. Janji remet en question la provocation potentielle de ce plan. Il avoue avoir appris ses tactiques de son professeur. Le roi relit la lettre à plusieurs reprises, frappé par son contenu, la gigantesque dette du royaume est officiellement effacée. Un autre héros arrive après avoir terminé les tâches du roi du poste. Un noble armé furieux a réprimandé un enfant pour avoir touché un dispositif de communication publique. L'enfant le regarde confus, s'interrogeant sur sa réaction. Un héros en visite observe comment se déroule le noble entourage, notant que la communauté héroïque est comme des rumeurs. Dans un autre endroit, un noble corpulent utilise un dispositif de communication pour faire des propositions indécentes montrant sa nature arrogante. Je méprise les citoyens du royaume et se vante de leur présumée réalisation. Menace ensuite les gens, se demandant s'ils croient vraiment qu'ils peuvent contrôler les héros. Il fait face à Thérèse et à son partenaire, déterminé à voir combien de temps dure son défi. Thérèse ignore ses insultes, souhaitant en silence de lui donner une leçon avec son épée. Son partenaire intervient calmement en le mettant à sa place et en lui disant que cet incident rendra humilié le noble fuyant des menaces vides et laissant derrière lui son paiement. Le héros en visite indique un nouveau but, le Grand Palais Ken. Il est immédiatement arrêté par des gardes surpris qui exigent de savoir qui il est. Le tumulte attire le premier ministre du royaume, qui réprimande le héros pour avoir causé le scandale. Avec un geste arrogant, le premier ministre ordonne à ses gardes personnels d'avancer. Pendant ce temps, Thérèse et son partenaire sont stupéfaits lorsque les hommes du premier ministre pénètrent violemment dans leur bureau, le premier ministre de Jacta qui, avec une seule ordonnance, ses soldats entoureront toute la capitale affirmant leur pouvoir.